Bonjour à tout le monde. Merci de poursuivre le chemin, le voyage dans les histoires de biomasse. Bon, c'est la dernière fois que je vous en parle. On est rentré dans le détail. Et là, on va finir par la question que je soulevais depuis le début. C'est, compte tenu de toutes les conditions d'utilisation de la biomasse que je vous ai indiquées la dernière fois, est-ce qu'on en a assez pour se débarrasser des fossiles, au fond, en tout cas pour la partie carbonée, non électrique? Vous allez voir, c'est compliqué. C'est peut-être cet aspect-là qui m'a pris le plus de temps, qui est incertain. Voilà, vous allez essayer de voir avec moi. On va faire des calculs. Vous allez essayer de voir avec moi où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut prévoir. Alors, en même temps, quoi de mieux que de faire ça avec Julien Foss, qui d'ailleurs n'est pas encore arrivé, mais avec Julien Foss, qui lui a fait l'exercice. C'est un collaborateur de France Stratégie. Il n'est plus à France Stratégie puisqu'il est maintenant à l'INRA, INRAE maintenant. Et lui a fait l'exercice, en tout cas pour la biomasse agricole. Il a une publication qui est connue. Et donc il nous dira comment il a procédé, la méthodologie, c'est assez complexe. Et donc c'est cette question que je pose. Est-ce qu'on a les ressources? Alors, je vais vous montrer pour la énième fois, parce qu'il faut quand même essayer de se souvenir d'un certain nombre de chiffres clés. Évidemment, ces chiffres dépendent des scénarios, mais je vous remontre à nouveau le scénario RTE. Je remontrerai le scénario SNBC. Ce sont les deux scénarios que j'ai utilisés. Ces scénarios à l'horizon 2050. Les scénarios que j'ai utilisés en permanence depuis le début. Déjà, je les ai présentés l'année dernière, mais c'est ça qui fait la référence parce que ça donne des ordres de grandeur. On peut discuter à nouveau de savoir s'ils sont pertinents ou pas, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'un pays comme la France travaille. Donc je rappelle à nouveau ce chiffre de 450 TWh que vous essaierez de retenir, qui est une sorte d'objectif, puisque dans ce scénario, je le répète, il y a trois grandes choses. Et la première, c'est qu'on passe de 1600 TWh à 1100 TWh de consommation d'énergie. C'est une baisse drastique. Vous verrez tout à l'heure que pour la SNBC, c'est encore pire. Enfin, pire ou mieux, meilleur selon ce que vous pensez de ça. Mais enfin, c'est une chute drastique de la consommation. Est-elle raisonnable ou pas? C'est une autre question. L'augmentation de la quantité électrique qui fait que la part électrique va augmenter. Et puis, il reste cette partie grise qui aujourd'hui est, vous le voyez ici, alors très peu de charbon, c'est le cas de la France, c'est pas la même chose dans d'autres pays, pétrole, gaz et énergie thermique renouvelable, et en grosse partie le bois. Et tout ça reste gris, mais à la fin, c'est plus du pétrole, du gaz et du charbon, c'est essentiellement de la biomasse, avec une partie importante de gaz. La question est de savoir si ça sera encore en partie du gaz naturel ou du biogaz, et comme vous le verrez, il y a différents scénarios. Et puis une partie liquide et solide, bois, biocarburants, etc. Mais c'est ce chiffre-là qu'il faut avoir en tête, c'est celui qui est visé. Pour SNBC, c'est la même chose, comme vous le voyez. La partie grise ici, c'est pétrole, charbon, gaz.
avec du renouvelable ici, et ce qu'on voit est une part de l'électricité de 24%, et à l'horizon 2050, l'électricité a augmenté, elle n'a pas doublé, mais comme ça baisse ici, la part de l'électricité est 50%, un peu plus. Et ce qui est gris ici n'est plus, ou que partiellement, du fossile, mais et surtout du bois, biocarburant et gaz, essentiellement décarboné. Et donc ici, on arrive à quelque chose, vous voyez, les chiffres sont entre 420, 450, un peu plus. Et pour le scénario SNBC, eh bien, il faut retenir qu'en gros, les chiffres, c'est on vise un peu en dessous de 200 TWh de gaz, gaz décarboné, biogaz, et puis pour la partie solide et liquide, autour de 240 TWh. Voilà. Donc dans les scénarios, on a à peu près ces perspectives-là. C'est une autre représentation pour vous montrer l'évolution attendue. C'est que je compare ici donc ces chiffres, 180, vous voyez les 240 sont là, mais là c'est décomposé en solide carburant, liquide, pardon. Voilà, on a à peu près nos 420 de SNBC. Mais vous voyez, par rapport à la situation d'aujourd'hui, les gros changements ne sont pas sur le solide, c'est à peu près stable, à peu près, et ça c'est lié, vous l'avez entendu N fois qu'on fait attention dans ces scénarios à ne pas toucher à la biomasse forestière. Par contre, en termes de biogaz et de biocarburant liquide, c'est des augmentations considérables, c'est ici un facteur 4 au moins, et ici un facteur 15. D'accord ? Donc c'est colossal comme appel de biomasse. Voilà. Alors, pour arriver à ces... J'ai essayé de comprendre comment on arrive à ces chiffres-là. En fait, vous allez voir quelles sont les évolutions un peu plus en détail. J'ai divisé ici le total des combustibles en les décomposant en solides, liquides, gazeux. Et vous vous souvenez qu'on a un total de 1100 TWh non électriques et qui se décompose en 120 TWh à peu près de combustible solide aujourd'hui, bois, alors très peu de charbon, déchets, etc. Le gros, c'est en combustible liquide, c'est le pétrole avec un tout petit peu de biocarburant, une trentaine de TWh, et c'est 650 TWh, donc ça, il faut toujours avoir ça en tête, c'est que nous dépendons massivement du pétrole, et deuxième remarque, nous en dépendons essentiellement pour le transport, puisque vous voyez, le transport, c'est 520 TWh. Et le gaz, qui est naturel, c'est 350 TWh, c'est essentiellement pour le chauffage. Si on regarde comment on évolue, ici, à nouveau, le solide, ça ne bouge pas. Mais la partie liquide, c'est une division par 5 de notre consommation de carburant liquide. Alors, c'est ce qu'il faut faire pour répondre pour essayer de comprendre cette évolution. C'est absolument colossal. Alors, tout ça est basé sur l'analyse, je simplifie, sur l'analyse qu'en effet, une grande partie de l'utilisation de combustibles liquides va être remplacée par de l'électrification, et c'est en particulier l'électrification des transports. C'est ça qui conduit à ces perspectives diminuées en termes de besoins en combustible liquide. En grosse partie, c'est l'électrification du transport avec des perspectives en 2050 je dirais, de dizaines de millions de véhicules qui sont électriques. Vous savez qu'il y a... Enfin, je parlerai le cours prochain, vous vous souvenez, on va passer sur d'autres choses, mais on va parler du grand problème du transport électrique. Le bâtiment, l'industrie, tout ça conduit à passer de 650 donc à autour de 130 TWh de combustible liquide. Pour le gaz, dans tous les scénarios,
vous remarquerez que le gaz est maintenu à une hauteur significative. Donc la baisse n'est que d'un facteur 2, et ça, voilà, ou un peu moins, et ça, c'est lié au fait qu'il y a tout un tas aussi de production de chaleur qui dépendait du gaz qui vont être remplacés, pas tout, mais remplacés par de l'électrique. Et c'est ce qui nous amène donc de ce 1100 TWh, hein, je le rappelle, c'est cette somme-là, là, tout ce gris-là, par 450 TWh ici. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les évolutions qui sont proposées dans les scénarios. Donc, 450 TWh, c'est la cible, et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a ce qu'il faut, puisqu'une grande partie de cette énergie-là est fournie dans les scénarios par la biomasse. Et là, je vais discuter d'un certain nombre, 3 ou 4. Il n'y en a pas énormément, hein, c'est très compliqué. Alors, il s'avère que Julien Foss est arrivé, merci. J'indiquais que France Stratégie, où travaillait Julien précédemment, est un exemple de travail, d'ailleurs, qui a, vous allez le voir, amené à un certain nombre de discussions sur la pertinence des chiffres qui sont proposés. Enfin, il nous dira exactement ce qu'il en est. Donc, j'en parlerai, mais j'irai très vite sur France Stratégie. Mais l'Union européenne fait des évaluations, la SNBC, l'ADEME, GRT Gaz, l'Association française sur le gaz. D'une manière générale, il y a une analyse, disons, assez fréquente sur le gaz. J'ai l'impression, mais là aussi on pourra en discuter, j'ai l'impression que sur les liquides, il y a beaucoup moins de choses. Sur le gaz, vous verrez, il y a des choses assez précises. Bon, j'ai envie de dire que la première, je la donne tout de suite, la première conclusion, c'est aussi quelque chose qu'on pourra discuter. C'est quelque chose peut-être d'assez inattendu, en même temps pas si inattendu que ça, compte tenu de la complexité du problème, c'est les énormes incertitudes auxquelles on se trouve confronté. Sans doute l'exemple le plus frappant, c'est cette étude de la Commission de la transition énergétique européenne, oui, c'est pas vieux, 2021, qui fait une revue de la littérature sur un assez grand nombre d'évaluations des potentiels de la biomasse. Ici, vous avez par exemple la biomasse issue des cultures à vocation énergétique. Vous regarderez le total ici. Ici, c'est les résidus et les déchets. Ici, c'est la forêt. Comment lire ça? Ici, vous avez en hexajoules le potentiel de la biomasse. Si je prends simplement les cultures énergétiques, les cultures dédiées à la production de biomasse énergétique, vous voyez ici, chaque point est le bilan de ces études. Et ce que dit cette étude, c'est que ces estimations varient largement, certes, puisqu'il y a un facteur 100 d'une étude à l'autre. Les plus basses sont de l'ordre de 10 hexajoules par an, oui, ça c'est par an, hein, et le maximal, les plus élevés sont à 1000 hexajoules de biomasse. Alors vous voyez, confronté à ça, on est quand même en très mauvaise situation pour prédire. D'ailleurs, principe de précaution, ce que dit la Commission, c'est de dire dans ces conditions-là, parce que ces études d'ailleurs tiennent plus ou moins compte et à différents degrés des questions de soutenabilité de la biomasse, s'imposent des limites ou non par rapport à ces règles de soutenabilité que j'ai indiquées la dernière fois.
ces règles, vous vous souvenez, hein, c'est ne pas trop utiliser de surface, ne pas être en compétition avec la production agroalimentaire, c'est faire attention à la consommation d'eau, enfin toutes ces choses-là. Mais finalement, la Commission dit à ce moment-là, devant ça, une estimation prudente, c'est de prendre les minima de ces études. Évidemment, si vous visez si vous pensez que le maximum, c'est ce qu'il faut et qu'en réalité, il y en a beaucoup moins, vous allez être confronté à de graves problèmes. Mais ça, c'est assez frappant. Alors évidemment, les variabilités sont un peu moindres sur d'autres sources de biomasse, mais vous voyez, on est confronté à ça. Un autre, toujours dans ce même rapport, pour dire deux autres choses, ici c'est aussi, alors la Commission évalue, donc prend une décision de prendre 36 hexajoules, donc ni 10 ni 1000, hein, mais 36 hexajoules par an de biomasse, c'est l'estimation de base, je dirais, de la Commission, et elle compare à un certain nombre d'autres spécifiquement d'autres études. Ici, vous avez ici, vous avez donc différents scénarios. Ici, vous avez des agences comme l'Agence internationale de l'énergie, le Comité sur le changement climatique. Voilà, c'est des agences comment dire, qui sont impliqués dans les analyses énergétiques. Vous avez aussi des industriels qui font ça, Shell par exemple ici, des organisations non gouvernementales, Greenpeace, des académiques, hein, des chercheurs dans les universités, etc. Enfin tout ça. Et vous voyez deux choses. La première, c'est à nouveau la grande variabilité, hein, puisque ça passe de 30 à presque 300. Donc là, on est encore avec un facteur 10. Là aussi, ça dépend des critères de soutenabilité qui sont considérés. Mais ce qu'on voit par ailleurs, c'est que dans tous ces scénarios, au fond, les trois grandes sources de biomasse, ce sont les biomasses non alimentaires, donc de façon extrêmement rigoureuse, les cultures à vocation énergétique et les résidus agricoles. Et la conclusion de la Commission, c'est que les différences entre ces études viennent essentiellement, à nouveau, de la prise en compte ou non, à différents degrés, des critères de soutenabilité. Donc si on veut être très très strict en termes de soutenabilité, avec les critères que j'ai indiqués donc, la semaine dernière, on arrive à ces chiffres bas, et si on est un peu moins rigoureux, on arrive à des chiffres plus élevés. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, je vais passer rapidement en revue ce qui existe pour la France. Et donc, le scénario SNBC, donc SNBC nous dit, formidable, on a besoin de 420 TWh et ça tombe bien, le potentiel en biomasse est de 430 TWh, qui se décompose en 240 TWh de biomasse agricole, 120 à peu près de biomasse forestière, 70 de déchets. Ça, vous vous souvenez de ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est les 420, 180 de biogaz, 125 de biocarburant, 115 de biomasse solide. Ici, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais cette biomasse agricole se décompose en termes de ressources, en différentes ressources, vous voyez, culture, matière pour biocarburant ingé, agroforesterie, résidus, effluents d'élevage, enfin chacune contribuant pour arriver à peu près à 240 TWh. Donc 430. Alors en fait, en 2022, entre-temps, France Stratégie avait sorti leur propre évaluation et l'Institut Énergie et Développement, en décembre 2022, dit, comme d'autres l'ont dit, les ressources de biomasse et les gains d'efficacité énergétique sont surestimés par la SNBC. Et dans ce rapport,
il est dit donc la stratégie nationale bas carbone a fortement surestimé le potentiel de ressources en biomasse, comme l'a montré une étude de France Stratégie. Ainsi, la ressource primaire n'est pas de 450 TWh, mais au plus de 320. Il en résulte donc une moindre disponibilité de biocarburants et de biogaz d'environ 110 TWh, ce qui est absolument colossal. Donc, pour satisfaire les mêmes besoins finaux, il faudrait donc remplacer leur usage par des gaz de synthèse, je dirais de quoi il s'agit, mais j'en ai déjà parlé, dont la production consommerait environ 150 TWh d'électricité. Alors, juste 2 minutes sur ce texte-là, juste après je dirai juste un mot de France Stratégie, mais assez rapidement, quand SNBC a sorti ses évaluations, il y a eu un débat pour savoir si effectivement c'était pas, je ne vais pas dire manipulé, mais que la coïncidence 420-430 était pas juste une coïncidence, voilà, comment ceci était évalué, etc., ce qui a amené d'ailleurs d'autres institutions à mesurer tout ça. Mais vous voyez, tout ça est récent, hein, vous voyez, de 2022, mais ce qu'il faut bien voir, à nouveau, hein, si on n'arrive pas à alimenter 450 TWh en grande partie par de la biomasse, parce qu'il y en a insuffisamment, et je ne l'ai pas dit, mais 450 TWh, c'est probablement le minimum, hein. Ça sera sûrement plus, mais ça veut dire automatiquement qu'il faut d'autres sources de carburant, liquide ou gazeux. Donc soit ça continue avec les fossiles, d'ailleurs vous verrez que certains scénarios de l'ADEME disent bien ça, soit vous devez aller vers les carburants électriques, hein, c'est ce qui est dit ici, les carburants électriques, les carburants de synthèse, mais là, ça veut dire qu'on rajoute des quantités d'électricité absolument massives pour produire ces carburants. Donc c'est ça qui est dit ici, et ce raisonnement va être permanent, hein, il faut l'avoir en tête. Tout ce qu'on ne peut pas faire avec de la biomasse, on va le faire avec de l'électricité. Mais de l'électricité pour produire des carburants, hein, d'accord ? Et c'est ce qui est dit ici. Et comme je le ferai à plusieurs reprises, non pas parce que je suis obsédé par l'énergie nucléaire, mais juste pour donner un ordre de grandeur de ce que représente une certaine quantité de térawattheures, pour vous donner un peu l'impression de ce que c'est, parce que 150 TWh, quand on n'a pas l'habitude, en effet, on ne sait pas très bien ce que ça représente. Donc, je redirai fréquemment à quoi correspond une telle quantité en TWh d'électricité en termes de réacteurs nucléaires. Et vous voyez que 150 TWh, c'est à peu près 14 réacteurs EPR, voilà, de type Flamanville et demain EPR2. Voilà, donc on est confronté à cela. Alors, juste, mais là je passe très rapidement, ça c'est une figure de Julien Foss, de l'article qui est ici, vous voyez, publié en 2021. L'article, c'est la biomasse agricole, quelles ressources pour quel potentiel énergétique, dont vous allez entendre parler. Donc là, je vais passer très vite, mais ici, ce que dit un premier scénario, c'est qu'il y a une ressource maximale supplémentaire de l'ordre de 80 TWh. Avec ce qui existe aujourd'hui, bon, on est autour de 120, donc on est très loin des 240. C'est que la biomasse agricole, hein, ça. On est très loin des 240 TWh de la biomasse agricole, et comme vous le voyez, avec ici une grande partie effluents d'élevage et résidus de cultures annuelles, et avec assez peu de cultures intermédiaires. Et je dis ça parce qu'il y a d'autres scénarios dits agroécologiques, je crois que vous en parlerez, qui permettent d'aller un peu plus haut, et donc de se rapprocher un peu de 240, mais qui je crois, reste en dessous de 240. Et là, ce que dit France Stratégie donc, en 2021, c'est que constate-t-on au terme de ces calculs ? Le potentiel maximal de disponibilité en biomasse ainsi obtenu révèle que les objectifs fixés par la SNBC ne seront pas atteints si on prend uniquement en compte les disponibilités supplémentaires actuelles, qui ne sont pas encore valorisées. Oui, il faut en plus les valoriser, hein.
Ces disponibilités représenteraient en effet un maximum 80 TWh à l'horizon 2050. Voilà, donc c'est ainsi que 2021-2022 se passe le débat sur ces gisements. Deuxième type d'analyse, alors là, extrême de mon point de vue, c'est, alors, avant 2018, c'est un travail qui a été mené par trois institutions importantes, hein, l'ADEME, GRDF, GRT Gaz, dont le titre était un mix de gaz 100% renouvelable en 2050. Donc ça, c'était encore une période où tout ce qui était énergie devait être 100% renouvelable, hein, donc tout le monde travaillait uniquement sur ce sujet. Je crois qu'heureusement, on en est revenu. Une des questions qui était posée, c'était, alors là on rentre dans la question gaz, hein, spécifiquement, c'est logique, hein, c'est GRDF et GRT Gaz qui posent la question, quelle pourrait être la ressource en gaz renouvelable ou de récupération disponible en 2050 en France? Voilà, sera-t-elle suffisante pour satisfaire la demande? Et là, on est très largement au-dessus de SNBC, dont on a vu, pour lequel on a vu le débat qui est engagé, puisque, alors c'est assez complexe, mais j'ai pris une figure, hein, de ce rapport, mais je vais ici expliciter un certain nombre de points. Ça, c'est la situation actuelle, hein, en ressources mobilisables de biomasse. Et ce que nous dit ce rapport, c'est qu'en ressources primaires, c'est 620 TWh mobilisables, qui se traduit par, en fait, 460 TWh de gaz. Donc vous voyez, là, on est super au-dessus de ce que proposait SNBC, parce que, vous voyez, on a toujours ce chiffre 450-420, mais 450-420 dans les scénarios, c'est à la fois du gaz et du liquide et du solide. Ici, ce que nous dit ce rapport, c'est que c'est rien que le gaz, ça ferait 460. Alors, comment ils en arrivent là? Alors, il faut être précis. En fait, tout ça n'est pas que de la biomasse. On est dans ces scénarios qui invoquent une partie biomasse, mais là, c'est 390 TWh de ressources primaires. Et, pour le coup, dans ces scénarios, c'est du gaz électrique. C'est de la méthanation. Et donc, ces 620 TWh, c'est une partie méthanisation, une partie importante de pyrogazéification et une partie d'hydrolyse de l'eau pour donner de l'hydrogène, réaction avec CO2 pour donner du méthane, c'est la méthanation. Et avec les rendements de ces processus-là, on arrive à ça. D'autre part, dans la partie biomasse, ce qui est présenté, c'est une partie importante de ressources primaires de forêt, une partie agriculture, une partie plus faible de résidus et d'algues. Alors, je voudrais quand même compléter pour faire quelques remarques, hein, par rapport à ça. Et on va retrouver, et je serai assez critique sur cet aspect-là, mais ça fait partie de la discussion, c'est le type de scénario qui, pour arriver à des niveaux très élevés de ressources en gaz, est obligé, en effet, de faire intervenir une quantité, je dirais, énorme de gaz issus de la méthanation, de l'électrolyse de l'hydrogène. Ici, 140 TWh de méthane, de e-méthane, hein, à nouveau, c'est parce que c'est la méthanation, l'électrolyse. Ça veut dire, ça se traduit à peu près en 200 TWh d'électricité. Alors tout de suite, donc ma comparaison avec les réacteurs, c'est 30 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt ou 19 EPR. Donc pour faire ça, il faut qu'on consacre
19 EPR, rien que pour ça, hein, ce n'est pas pour vous produire de l'électricité dans cette salle, etc. Voilà à quoi correspond 140 TWh. Et vous savez que le projet de la France, c'est d'en construire 6, peut-être 8 de plus, 14, mais pour notre production électrique, pas pour faire ça. Donc il faudrait 19 EPR de plus. C'est à peu près à ça. Et puis, juste, c'est un détail, je vous renvoie à cette publication que nous avons faite en 2022 avec Dominique Grand. Je ne suis pas d'accord avec cette conversion. Les rendements, de mon point de vue, qui impliquent électrolyse plus méthanation, sont plus faibles que ça. Et moi, mes calculs ne m'amènent pas à 140 TWh quand j'ai 200 d'électricité, mais plutôt à quelque chose de l'ordre de 70-80. Donc je rappelle, hein, c'est ça qui est évoqué dans la partie électrique et la partie méthanation ici. C'est du gaz qui vient de l'électrolyse de l'eau et ensuite de la réaction de l'hydrogène avec du CO2 pour faire du méthane. Donc le potentiel de biogaz ici est élevé, hein, 320 TWh, c'est un des plus élevés que j'ai pu voir dans la littérature. C'est très supérieur à SNBC. Et puis surtout, à nouveau, la très grande partie de tout ce gaz est basée sur des technologies qui, pour le moment, ne sont pas matures. Alors, on peut espérer qu'elles le deviennent, hein, et qu'elles puissent atteindre des échelles industrielles, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et c'est le cas de la pyrogazéification, hein, dont j'ai dit qu'il y avait quelques projets qu'on pouvait espérer d'en voir se réaliser bientôt, et c'est encore le cas de la méthanation. Voilà. Et par ailleurs, l'ADEME nous indique qu'en effet, ça conduit à des coûts de biogaz qui sont très élevés, la partie la plus élevée d'ailleurs dans les scénarios où il y a le plus de méthane électrique. Voilà. Avant-dernière étude dont je veux parler, c'est celle qui a été menée par l'Association française pour le gaz. C'est toujours le gaz. C'est 2022. Et là, en termes de biogaz, en termes de gaz, là aussi, ce sont des prévisions qui sont assez élevées, 335 TWh de gaz. Et vous voyez qu'il y a une contribution significative de 60 TWh du méthane électrique. À nouveau, 60 TWh de méthane électrique, c'est 175 TWh d'électricité, c'est 16 EPR. Donc chaque fois que vous mettez du méthane électrique, hein, ça veut dire beaucoup d'électricité. Voilà. 335 TWh, donc à confronter à un besoin de 300 TWh, alors pour l'industrie, pour le bâtiment, pour le transport lourd, pour la flexibilité, 50 TWh, c'est à peu près, vous voyez ici c'est l'historique de la consommation de gaz pour la production d'électricité. Vous voyez, c'est en fonction des années, c'est autour de 40-50, voilà, c'est ce qui est proposé par l'AFG. Voilà, et donc dans ce rapport, et c'est validé d'ailleurs par GRT Gaz, donc vous voyez, GRT Gaz a quand même changé de point de vue par rapport à 2018, s'aligne sur l'AFG. Et retenez simplement la dernière colonne ici. À nouveau, qu'est-ce qu'on constate? Donc on a nos 335 TWh uniquement de gaz. Hein. Donc là aussi, c'est au-dessus de la SNBC. Et à nouveau, la même remarque, il n'y a qu'une partie qui vient de la biomasse par méthanisation, qui est aujourd'hui la technologie la plus avancée. Ça, je l'ai dit, hein, à multiples reprises, des méthaniseurs, il y en a plusieurs centaines, même un millier en France, on consomme du biométhane, etc. Par contre, une grande partie de ces 335, à nouveau, sont basées sur des technologies qui ne sont pas encore matures, à des quantités massives, donc aussi bien la pyrogazéification, mais même dans ce cas de la gazéification hydrothermale, qui est encore moins mature que la pyrogazéification, et à nouveau la méthanation, donc la partie d'utilisation électrique. Voilà. Dernier
dernière analyse que je voudrais présenter, c'est une analyse donc, qui est présente dans les scénarios de l'ADEME de 2022, qui ont les caractéristiques suivantes, ces scénarios. J'en ai déjà parlé, mais je voudrais ici les focaliser sur ce qu'ils nous disent de la partie non électrique, biomasse et biogaz et carburant liquide. Alors, ces scénarios, ils sont caractérisés par les propriétés suivantes. D'abord, il y en a 4. S1, S2, S3, S4. Tous, en effet, comme tous les scénarios aujourd'hui pour l'horizon 2050, prévoient une baisse de la consommation énergétique. Ici, le point de départ, c'est 1700 TWh. Alors, des fois, j'ai dit 1600, 1700. Bon. Mais vous voyez que les baisses sont très différentes d'un scénario à l'autre. S1 et S2, de mon point de vue, sont juste excessifs. Descendre à 700, 800 TWh, c'est juste pas raisonnable, de mon point de vue. Donc je ne vais pas discuter les scénarios S1 et S2. Les scénarios S3, S4 sont plus dans la ligne de SNBC et de RTE, autour d'un 1100 en moyenne, vous voyez, 1000 à 1200. Donc ça, c'est la première caractéristique. Alors, un classique des scénarios de l'ADEME, c'est la part absolument colossale d'énergie renouvelable en 2050. C'est ce que vous voyez ici. Ces consommations totales d'énergie sont, vous voyez, entre 70 et presque 90% sur des énergies renouvelables. Là aussi, je pense que c'est exagéré parce que voilà, parce que pour le moment rien n'indique que ceci sera facile à faire. On a évoqué il n'y a pas longtemps, vous avez entendu que certains pays avaient atteint 50% d'électricité décarbonée, renouvelable. Ce sont des choses, des performances intéressantes. Mais voilà, c'est 50% de la partie électrique. Ici, c'est sur le total de l'énergie, donc c'est une des caractéristiques de ces scénarios. Troisième remarque, c'est que la partie électrique est très importante dans tous ces scénarios, autour de 50%, c'est ce qu'on entend, aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vise aujourd'hui. Et comme vous le voyez, et c'est indiqué ici, il y a une quantité de gaz qui est ici en orange, qui reste très importante, et aussi des combustibles liquides. Donc on arrive à peu près à 350 TWh avec le gaz plus important que le liquide. Bon. Dans tous ces scénarios, le gaz joue un rôle très très important. Je pense que c'est tout à fait raisonnable d'avoir ça en tête. Le gaz va jouer un rôle très important à l'avenir. Alors, en termes de cette consommation de gaz, si je prends uniquement les scénarios S3 et S4, vous observez qu'ils sont très différents, dans la mesure où le scénario S4 ne marche que parce que, ici, vous avez en gris une quantité très importante de gaz naturel. Importé, bien sûr, puisque nous ne produisons pas de gaz naturel en France, ce qui fait que le taux de gaz renouvelable n'est que de 50%, c'est la croix ici, alors qu'il est dans les autres scénarios au-dessus de 80%. Une grande partie ici de ces scénarios invoque, notamment dans le scénario S4, de la méthanisation, mais c'est vrai aussi de S3 et c'est vrai des autres. Il y a des
la partie électrique, ici c'est ce qui est écrit Power to Methane, est présente, mais assez modérée dans S3 et pratiquement absente dans S4. La pyrogazéification est très importante dans S3, mais assez faible dans S4. Et ici, pour arriver à 370 TWh, vous avez aussi de l'import de gaz renouvelable. C'est ce qui est écrit en vert. Enfin, voilà comment sont construits les scénarios. Et donc, évidemment, je ne sais pas où on sera en 2050, mais en fonction de notre capacité à baisser les consommations d'énergie, à produire du biogaz ou pas, on aura ou non encore une certaine quantité de gaz non renouvelable, naturel, importé, et qui sera quand même utile pour tout un tas d'applications qu'on a indiquées. Dans ces scénarios-là, il y a aussi une information sur la partie liquide que j'ai rarement trouvée dans d'autres littératures. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe autour de 100 TWh dans les scénarios S3, S4. Et là, ce qui est assez caractéristique, c'est ce que vous voyez en vert, qui est totalement absent en 2018, vous voyez, parce qu'il n'y en a pas, c'est la contribution de carburants avancés, donc de deuxième génération, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il y a un pari qui est fait sur la possibilité de produire des carburants de seconde génération, dont j'ai dit la dernière fois que c'était assez difficile d'y arriver. Donc ici, il y a un pari qui est fait, et effectivement, à nouveau, si cet objectif n'est pas atteint, ça voudra dire qu'on aura ici besoin de pétrole, encore. Biocarburants conventionnels, c'est les carburants de première génération. Donc, vous voyez ici, il y a, selon les scénarios, un maintien important de carburants de première génération. Et il y a peu de carburants d'électrocarburants. Voilà, tout ça, dans ces scénarios, conduit à une mobilisation de la biomasse accrue. C'est un facteur important, 2,6. Entre maintenant et dans les scénarios les plus élevés ici, S3 et S4. Voilà. Donc, j'ai essayé de résumer ça dans ce tableau. Ici, regardez le total. Alors, je pense que je ne sais pas combien il y a de possibilités d'erreur là-dedans, à quel pourcentage, 10-20%, mais disons que c'est à peu près les chiffres sur lesquels on peut faire des comparaisons. En gros, la première conclusion, alors ça c'est sur le gaz spécifiquement, parce que sur les liquides, je n'ai pas trouvé autant de choses. Sur les gaz, mais à nouveau, ça se justifie en partie parce que ce gaz joue un rôle très important, va jouer un rôle très important, mais vous voyez que on se retrouve confronté à une grande disparité dans les estimations, vous voyez, autour de 130 à 460. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on observe, par contre, c'est que le potentiel en méthanisation, à nouveau, la technologie qui est aujourd'hui la plus mature, est assez cohérent d'une étude à l'autre, autour de 140 TWh. Par contre, la grande différence entre les différentes estimations vient de la mise en œuvre et assez massive de quantités de méthane qui viennent de technologies comme la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale et la méthanation. Alors, à nouveau, comme vous allez le voir,
l'idée, c'est évidemment de travailler sur ces technologies pour les rendre possibles, mais ce sont des paris parce que ces technologies sont encore, pour le moment, me semble-t-il, à des étapes de validation, sont coûteuses, et à nouveau, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut être clair sur le fait que si on n'y arrive pas avec ces technologies, il va nous manquer du gaz et des carburants liquides, et donc, à nouveau, ça implique l'utilisation de pétrole et de gaz naturel en particulier, et c'est ce que nous dit le scénario S4 au fond de l'ADEME. Voilà. Je voudrais redire à nouveau que pour ce qui concerne les carburants de synthèse, carburants de synthèse, donc ce qu'on appelle les e-méthane ou e-fuel, je le répète, c'est la combinaison d'électrolyse de l'eau, qui est, comme vous le savez, alors on en parlera, puisque les 2 derniers cours seront sur l'hydrogène, sont encore, sont encore exploités à une échelle minimale, la production d'hydrogène vert et la réaction avec le CO2, et des liquides, des carburants autres que le méthane, comme le méthanol ou des hydrocarbures, etc. Donc ça passe là aussi par la production de gaz de synthèse, Fischer-Tropsch, des réactions d'hydrogénation du CO2 pour donner du méthanol, etc. Là aussi, il faut bien avoir en tête, parce qu'on entend beaucoup parler de ces carburants, mais je le répète, il faut bien avoir en tête les quantités massives d'électricité qu'il faut pour ça. Quelques petits calculs, comme ici, montrent que si je prends... alors évidemment, personne ne dit qu'on va faire 180 TWh de e-méthane, mais j'ai pris ce chiffre 180 TWh parce que c'est la partie méthane de SNBC, mais vous voyez, il faut collecter des quantités massives de CO2, parce que pour faire cette réaction, il faut évidemment capturer du CO2, 33 millions de tonnes, il faut 6 millions de tonnes d'hydrogène vert, et il faut 330 TWh d'électricité pour atteindre cette valeur-là, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est absolument colossal. Vous voyez, c'est 30 EPR. Pareil pour faire du méthanol à partir de CO2 et d'hydrogène. Et j'ai pris 130 TWh parce que c'est ce qui est visé par la SNBC en termes de carburant liquide. Voilà. Un exemple pour ce qui est les carburants liquides, pour terminer, c'est la question de l'aviation. Alors, pour le moment, Sébastien Candel parlera de l'aviation lors d'un séminaire au mois de février. Donc, aviation, pour le moment, un avion avec des batteries électriques, ce n'est pas ce qui est prévu. Avion hydrogène, vous en entendez parler, mais tout indique que l'avion, encore très longtemps, aura besoin de carburant liquide. Si ce n'est pas du kérosène fossile, évidemment, ça sera d'autres formes de carburant liquide. Et il existe donc au niveau européen un certain nombre d'initiatives autour de cette question-là qui évoquent l'utilisation de carburants durables, en anglais Sustainable Aviation Fuels. C'est assez pratique parce qu'on parle de SAF pour parler des carburants pour l'aviation. Et ce qui est dit par l'Union européenne, c'est que ces SAF doivent être constitués, dans le cas où il y a de l'hydrogène, mais sans hydrogène, par des biocarburants, en excluant les carburants de première génération,
ce qui est une contrainte très dure, hein, puisque à nouveau, il n'y a pas d'autres carburants, de biocarburants autres que de première génération, et du kérosène électrique, avec ici les évolutions suivantes. Je finis en 2050 parce que c'est une montée progressive. Donc 47% de biocarburants, donc autres que de première génération, 23% de e-carburants, ce qui veut dire que pour l'Union européenne, il y aura encore du carburant fossile, pour l'aviation, 30%. Et donc, là aussi, eh bien, ça veut dire des quantités massives, hein, de tout ça. La France, aujourd'hui, c'est 8 millions de tonnes de kérosène, à ma connaissance. Si on admet que c'est à peu près la même consommation de kérosène qui sera nécessaire, certains évoquent une baisse du transport aérien, mais tout indique qu'il y aura une augmentation du transport aérien, mais je prends ce chiffre-là comme référence. À ce moment-là, vous voyez qu'en termes de SAF, c'est-à-dire cette partie-là, c'est à peu près 5,6 millions de tonnes, avec un passage à 0,5 millions de tonnes en 2030, sachant qu'il y a à peu près zéro aujourd'hui. Et ça fait, en termes de biocarburants non G, 2,6 millions de tonnes, et en e-kérosène, 1,3 million de tonnes. Donc c'est des choses colossales. À nouveau, 50 TWh d'électricité. Voilà. Et je fais référence à deux travaux ici de l'Académie des technologies qui a écrit un rapport en février 2023. Vous voyez, c'est pas vieux. La décarbonation du secteur aérien par la production de carburants durables. Et une organisation Transport et Environnement, comment décarboner l'aviation en Europe d'ici 2050, où ces rapports indiquent qu'en toute vraisemblance, à cause des limitations de ressources qu'on a évoquées, et à cause des conflits d'usage, il n'y aura pas plus que 10-20% des carburants de l'aviation qui seront bio. Ce qui veut dire que si on ne veut pas de fossiles, il faut aller vers du e-kérosène, et là aussi, ça veut dire donc beaucoup plus que ce qui est indiqué ici. Et à nouveau, c'est beaucoup d'électricité et beaucoup de réacteurs équivalents nucléaires pour faire ça. Voilà. Conclusion au terme de ces 3 séances. Un certain nombre de conclusions. La biomasse n'est pas une source d'énergie idéale. D'ailleurs, aucune source d'énergie n'est idéale. Ça serait trop simple. Les fossiles ne le sont pas, le nucléaire ne l'est pas, la biomasse ne l'est pas. Voilà. Nous avons à choisir entre des solutions qui sont non idéales. Mais la biomasse n'est pas plus idéale qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, il y a des impacts sur la production agroalimentaire, il y a des impacts environnementaux, il y a des faibles densités surfaciques, c'est pas zéro carbone, on l'a vu, pour le moment c'est assez coûteux, enfin, etc. On l'a vu, il y a des incertitudes sur les gisements. Quand on regarde les chiffres que j'ai présentés en carburant gazeux, ça évolue, disons pour simplifier, entre 150 et 300 TWh. Est-ce que ça sera suffisant ? Peut-être pas. En carburant liquide, on a vu dans le scénario de l'ADEME autour de 100 TWh, ça sera clairement insuffisant, et à nouveau, avec tout ça, c'est avec des carburants de seconde génération qu'on n'a pas aujourd'hui. Enfin, là, il y a des difficultés. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire ? Enfin, tous ensemble, hein, je veux dire, organismes, institutions, entreprises, États, chercheurs, toute une série de choses. Il faut poursuivre l'analyse de ces gisements. Il faut sérieusement poursuivre l'évaluation des impacts, aussi bien économiques, environnementaux, énergétiques. Il faut aussi établir un ordre de priorité des usages.
je vous l'ai montré, je crois, de façon régulière, cette biomasse est invoquée par tout le monde. Dès qu'on a un problème de remplacement des fossiles par une énergie non fossile, la biomasse est invoquée. Or, il va y avoir quand même des usages qui seront faciles à électrifier, enfin faciles, en partie faciles à électrifier, d'autres qui ne le seront pas. Et donc là, il y a une véritable, je dirais, nécessité d'établir cet ordre de priorité. Alors qui le fera, je ne sais pas. Ça veut dire que l'ensemble des secteurs doit se coordonner pour discuter de ça. Enfin, j'ai mis aviation ici parce que typiquement, s'il y a un secteur, mais il y en a d'autres, hein, s'il y a un secteur qui ne pourra pas être électrifié, c'est l'aviation. Enfin, en tout cas à court terme. Il y a évidemment limiter la compétition avec la production alimentaire, ce qui limite les gisements. Et puis, il y a tout un tas de choses de type recherche et développement, travailler sur les carburants 2G si on veut remplacer les 1G. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est les électrocarburants. On est encore loin du compte. Et puis, une nouvelle chimie organique. Je pense à tous les produits de l'industrie chimique qui sont issus de la pétrochimie et qui sont essentiellement, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, les polymères et les plastiques. Voilà, donc on est devant cette difficulté-là, de sorte qu'il est assez probable que nous consommerons encore du gaz naturel et du pétrole en 2050, contrairement à ce qu'on pense. Je veux dire, à l'échelle globale, certainement, mais peut-être y compris en France. Et en tout cas, quand on regarde le rapport de Net Zero by 2050 de l'Agence internationale de l'énergie, on voit que même cette agence prévoit de l'utilisation importante de pétrole, par exemple, même dans des hypothèses de 1,5 degré. Voilà. Alors j'ai parlé de ce rapport à plusieurs reprises. Il est maintenant en ligne, donc vous pouvez y accéder et voir un certain nombre de recommandations de l'Académie des sciences. Julien Foss avait été invité pour nous parler de son travail. Très intéressant, donc on va l'entendre. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, les recommandations, c'est poursuivre l'estimation précise des ressources avec une analyse détaillée des différentes biomasses, notamment à travers une plus grande concertation entre les différentes agences. Oui, c'était une question que je me posais. Au fond, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que compte tenu des incertitudes, ça pourrait être intéressant que ces différentes agences qui passent beaucoup de temps à essayer de comprendre tout ça, mais peut-être qu'ils le font, essayent de confronter leurs résultats et leurs méthodologies pour essayer d'expliquer les différences. Établir un ordre de priorité pour son utilisation, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait un arbitrage et dans cette recommandation, nous disons cet arbitrage nécessitera la mise en place de mécanismes de concertation des différentes filières et une véritable politique publique afin que l'arbitrage ne se fasse pas uniquement par les prix. Déterminer les limites d'utilisation de la biomasse en termes de surface disponible. La production des bioénergies ne devrait pas se faire aux dépens de la production alimentaire et des écoservices assurés par la biosphère. Limiter la production-consommation des carburants de première génération, ce qui veut dire recherche et développement dans le domaine des 2G et des carburants avancés, encore loin de la maturité industrielle. Évaluer rigoureusement le bilan carbone de ces différentes filières. À nouveau, il faut le dire, parce qu'on lit beaucoup ces choses-là, la biomasse, même s'il y a ce mécanisme de photosynthèse, n'est pas zéro carbone.
soutenir donc la recherche et le développement pour améliorer les procédés de conversion de la biomasse, développer une nouvelle chimie organique, biosourcée. Voilà, et ça c'est à peu près la même chose. Voilà, j'arrive au terme de cette problématique de la biomasse. J'aurais pu faire plus court, j'ai pris 3 heures, mais je crois que c'est un sujet absolument majeur. J'espère que vous avez pu apprécier à la fois la nécessité de l'exploiter et toutes les contraintes qui existent, et aujourd'hui la problématique de savoir vraiment si on en a assez ou pas, en tenant compte de ces critères de soutenabilité qui sont absolument essentiels. À nouveau, je répète que 450 TWh d'énergie non électrique, qui est sûrement un minimum, ça sera plus, c'est clair que ça ne sera pas atteint par simplement de la biomasse. Donc, comment faire ? C'est pour ça qu'en tout cas, moi, personnellement, je suis convaincu qu'on aura encore du pétrole et du gaz naturel en 2050. Mais, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a des travaux à mener, aussi bien au niveau de recherche fondamentale qu'au niveau des entreprises, pour améliorer les procédés de conversion de la biomasse, produire des biocarburants de deuxième génération. Et puis on a cette question du rôle de l'électricité dans la production de carburant qui, de mon point de vue, n'est pas simple, parce que les rendements ne sont pas très bons, et que donc chaque fois qu'on parle de carburant électrique, on est confronté à des quantités massives d'électricité à produire. Ça, c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Alors,